Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le premier numéro de Dunk & Friends. Dunk & Friends, c'est le format estival du Dunk Hebdo NBA podcast durant lequel on reçoit un invité pour parler d'un de ses sujets de prédilection. Aujourd'hui, côté équipe Dunk Hebdo, je suis accompagné d'Amine. Comment ça va, Amine ? Au top, comme d'hab. Aujourd'hui, pour ouvrir le bal, on accueille Azad pour discuter du duo Jaylen Brown et Jason Tatum. Azad, bonjour, comment ça va ? Et puis surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben, ça va super. C'est très content d'avoir été invité sur le podcast publicité par Spotify. Donc vraiment, je suis honoré d'être là, d'être avec le number one. Donc non, au-delà de la blague, très content d'avoir été invité, très content de parler de ce sujet-là qui me tient à cœur. Et voilà, ça fait plaisir. Alors moi, pour te présenter, Azad, j'ai écrit « On peut te lire sur QI Basket, on peut t'écouter dans le podcast Le Trèfle, podcast sur les Boston Celtics, tu es fan de Boston, personne n'est parfait. Et ensuite, on peut surtout te lire sur Twitter où tu as publié à peu près 14 500 threads pendant les playoffs. Est-ce que ça te convient comme présentation ? Est-ce que tu veux ajouter un truc pour les auditeurs, pardon ? Il y en avait 56 des trades. En vrai, Une fois que je les avais terminés, je me suis dit, en fait, il y en avait pas tant que ça. Mais en réalité, si ça... Ouais. En combien de jours de playoff Bah ouais, le problème, c'est que c'est en moins de 5... En fait, il y en avait un par match. Il y en avait un par jour où il y avait des matchs. Donc les jours où il y avait pas de match, je crois que j'en ai pas fait. Mais il y a des jours où j'en faisais 2. Donc ça dépendait un peu du rythme et des choses que j'avais à dire et du temps que le premier trade me prenait. Mais non, c'était assez... Je me suis embarqué dans un truc et une fois que j'avais mis le doigt dans l'engrenage, je me suis dit, je peux pas ne pas aller au bout. Et du coup, c'est pour ça que je suis allé jusqu'à en faire au dernier match des finales. Et j'ai juste pas fait le game 5 du coup, des finales en trade. Allez, je te pose une question piège, c'est lequel ton préféré ? S'il y en a un, bien évidemment, toutes les infos sur Azad, vous les retrouverez dans la description et tous les liens, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ou il y en a un que t'as vraiment apprécié dans le lot ? Je suis désolé, Amine. Je pense qu'il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Il y en a un, celui que j'ai préféré faire, c'est celui du Game 6 contre les Sixers. Et c'est pas celui où Jason Tatum il prend feu en fin de match. C'est celui sur sur Smart, qui fait un putain de bon match et en fait qui fait un gros match au scoring comme souvent il en a fait dans des moments où on en avait besoin quand JB et JT rentraient pas grand chose. Et en vrai, je crois que le titre du trade, c'était genre pourquoi Marcus Smart est mon joueur préféré. Voilà, tentative de réponse. C'était un peu un truc genre j'avais juste envie de mettre ça un petit peu sur table. Et sinon ouais, il y en a eu pas mal que j'ai bien aimé faire. Celui sur Lonnie Walker, il avait bien marché sur le 4e carton de Lonnie Walker contre les Warriors. Toute la série Warriors Kings, en vrai, c'était super chouette à analyser. J'en ai fait pas mal sur Denver aussi, parce que je suis gros fan de Jokic. Donc voilà. Non, mais en vrai, je me suis jamais forcé à en faire aucun. Et je crois qu'il y a un seul jour où j'avais pas envie d'en faire trop un, et j'en ai fait un petit sur J-Michael Green et Draymond Green qui avait pris feu et qui avait fait gagner le match aux Warriors, et ça me faisait marrer. J'ai appelé ça la Green Connection et j'ai fait un petit trade. C'était le jour où j'avais pas trop la foi et je me suis dit quand même faire celui-là et c'est tout quoi. Pas trop la foi, pour ceux qui ont un peu manié Twitter, même quand tu as pas trop la foi, quand même en faire un, c'est une preuve d'effort et surtout d'investissement, parce que moi au bout de 3 tweets je fatigue déjà. Moi j'écris dans bloc-notes et c'est terminé. Et bien du coup, Azad, dans le format Dunk & Friends, la particularité du format, oui, on invite des créateurs de contenu qu'on apprécie, mais surtout on leur laisse le choix du sujet, c'est-à-dire on les laisse choisir de quoi ils veulent parler. Tu as décidé de nous parler du duo Jaylen Brown, Jason Tatum. Tout simplement, pourquoi ce débat en particulier ? Quand vous m'avez proposé de le choisir, c'était au milieu de la série avec les Sixers. Je crois que c'était peut-être après, c'était après ou le game 1 ou le game 2. Et en fait, je commençais à voir du coup sur les médias un peu mainstream qu'on peut avoir au basket en France, des genre, est-ce que Jaylen Brown est le meilleur joueur des Celtics?
est-ce que Jaylen Brown il devrait pas être l'option numéro 1 parce qu'en fait il avait juste fait une surchauffe contre Atlanta et il avait bien joué au match 1 et 2 contre les Sixers et j'ai commencé à avoir des trucs comme ça et du coup vous m'avez offert une plateforme pour venir donner mon avis et en fait pour le coup il y a la planète basket qui s'est rendu compte un petit peu de la différence qu'il y avait entre les deux via la série avec le Heat. Mais c'est marrant, les gens sont venus à cette réalisation un peu tard, à mon avis. Et il y avait aussi ce sujet-là que j'avais envie de traiter. En fait, ce sujet-là, j'ai envie de le traiter depuis longtemps. Et j'ai particulièrement envie de le traiter depuis les finales 2022, où apparemment, Jaylen Brown aurait fait des meilleures finales que Jason Tatum. Bon, peut-être qu'il a fait une meilleure finale au scoring, peut-être qu'il a marqué plus de points par match, mais pour moi c'est pas vraiment des statistiques qui sont suffisantes pour décrire un meilleur joueur. Et du coup ouais, c'est un sujet que je veux faire depuis longtemps, du coup c'était l'occasion. Amine, je t'oublie pas, est-ce que ça t'inspire ça? Il faut le dire, tu étais présent dans le post-mortem Celtics, donc dans le podcast spécial Celtics, je n'y étais pas, donc je peux me rattraper aujourd'hui, mais vous en avez parlé forcément, parce que c'est le sujet qui fait parler quand on parle des Celtics, Jaylen Brown, Jason Tatum, mais de consacrer un podcast à ça, j'imagine que ça t'intéresse, Amine. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai un versant, je pense, un peu différent d'Azad, mais aussi de toi, Ben, en sachant un petit peu comment tu penses. Moi, en fait, ça me paraît évident. Pour moi, la question s'est jamais posée personnellement entre Tatum et Brown, que Tatum est le leader de cette équipe, c'est une évidence. Son jeu est beaucoup plus complet et c'est le franchise de Boston. En revanche, je suis un peu moins dur, disons, sur Brown, qui je trouve est un joueur valuable, et qui serait valuable dans beaucoup d'équipes. Là, il est avec toutes ses limites, évidemment. Je ne renie pas d'énormes limites du côté de Jaylen Brown. Néanmoins, un ailier capable de faire ce qu'il fait, ça peut être très valuable. Et je trouve que il y a quand même un côté un peu dur de la part de la fan de Boston, mais c'est normal. Quand on regarde les matchs tout le temps, on voit beaucoup les défauts. Moi, j'ai fini les playoffs et je ne voulais plus d'Embiid dans ma franchise. Donc, je comprends qu'on puisse ne plus vouloir de Jaylen Brown aux Celtics. Tu nous disais ça, ça devient compliqué là. Tu nous expliquais ça avant qu'on démarre. Azad, c'est un peu peut-être le biais qu'on a quand on regarde beaucoup son équipe, etc. Je sais que tu voulais en parler. Oui, je pense qu'il y a toujours des biais. Alors par contre, autant j'avais des biais, par exemple sur l'analyse que je pouvais faire de Marcus Smart, comme je disais, parce que c'est un joueur que j'ai toujours aimé, que j'ai regardé pendant 9 ans, sur lequel par exemple j'étais pas bien critique de son jeu offensif malgré son manque d'efficacité au scoring, parce que par exemple Marcus c'est un des joueurs les moins efficaces au scoring en fait en NBA clairement, et pour autant je le vois comme un joueur offensif très valuable pour d'autres choses, mais je pense que entre comment je le vois, comment il est et comment il est perçu, il y a des écarts, mais moi je le voyais plus haut, mais je pense que c'est l'affection aussi. Autant sur ma perception de Jaylen Brown, j'arrive à mettre des chiffres sur ce que je vois, et du coup j'ai préparé pas mal de petits onglets avant le podcast sur lequel on pourra passer sur les limites et le pourquoi on est dur. En fait on est dur avec Jaylen Brown depuis la série contre Miami. Mais ça, en fait, je pense que ça paraît très dur comme on est depuis la série contre Miami, mais peut-être qu'il prend juste les réflexions qu'il aurait dû prendre, mais de manière en fait plus large depuis 2 ans. C'est juste qu'elles arrivent toutes d'un coup. Et en fait, j'en veux peut-être plus aux observateurs de se réveiller que maintenant, plutôt qu'à Jaylen Brown de pas avoir évolué, parce qu'en fait, le joueur que tout le monde critique dans la série contre Miami, il était là en fait. Hein, ça fait 2 ans qu'il est sous vos yeux. C'est juste que vous avez peut-être regardé ailleurs par les résultats, et c'est les biais aussi dont on parlait hors antenne. La série de Jaylen Brown l'année dernière contre Miami, il y a 7 matchs, il perd des ballons, je crois que je sais pas combien de fois Oladipo et Butler lui prennent la balle, mais il avait pas de main gauche cette année, il en avait déjà pas l'année dernière, ça a pas bougé. Il a toujours eu des œillères, ça a pas bougé. L'année dernière, Butler il rentre pas son shoot et du coup c'est Boston qui va en finale et hop, oublie, Men in Black, on oublie ce qui s'est passé. Mais en fait, si Jimmy il met son shoot peut-être il y a 1 an, peut-être que toutes les conversations qu'on a sur Jaylen Brown maintenant, on les aurait déjà eues. Et au final, non, Boston va en finale.
il marque plus de points par match que Jason Tatum, donc il a fait des meilleures finales apparemment, et du coup la narrative s'inverse, mais c'est beaucoup de narratifs en fait. J'ai un peu souri quand t'as parlé de Jaylen Brown qui parfois a pas de vision et qui peut s'écraser au cercle sur des pénétrations, parce que à l'époque, ça date de sa draft et où il jouait à California du coup. C'était les mêmes observations en fait sur sa draft, c'est-à-dire que c'était déjà un point faible de son profil. Si on avance à Z du coup, c'est intéressant d'avoir ce côté fan de Boston du coup. Quelle a été ta réaction au moment où on a appelé à détruire le duo Tatum-Brown? Parce que c'est quelque chose, tu l'as dit, Jaylen Brown a peut-être pris beaucoup de critiques très très concentrées sur peu en fait, en l'espace de une série quoi, une grosse série. Et qu'est-ce qu'on dit du coup, parce qu'on sait qu'il y a la situation contractuelle de Jaylen Brown, etc. Comment on réagit quand on voit ce genre d'informations en tant que fan des Celtics et observateur? En fait, c'est trop tôt ou trop tard. C'est-à-dire que, les problèmes de Brown et Tatum, ils existaient déjà il y a 2 ans. Quand ils se sont fait éliminer contre Brooklyn. Bon, là, Jaylen Brown était blessé sur cette série-là, mais même la saison s'était pas bien passée. La série en 2020 dans la bulle où il passe pas Miami face à une défense de zone. 3 ans plus tard, on en est au même endroit. Bon, donc en fait c'est pour ça que qu'on appelle à détruire maintenant. Je suis là, les mecs, c'est pas maintenant en fait. Genre, moi je l'aurais fait en 2020 en fait. Et en fait j'ai jamais été un grand fan de Jaylen Brown, mais avant j'avais une autre tête de turc, c'était Terry Rozier. Donc en fait j'étais tellement concentré sur qu'est-ce que fout Terry Rozier sur le terrain que j'en oubliais presque. Mais en fait ça date de cette saison un petit peu charnière dans l'histoire récente de Boston, qui est la saison 2018-2019. La saison 2018-2019, elle fait suite au final de conférence et au Game 7. En fait Boston passe à un quart-temps d'aller en finale NBA avec un Jason Tatum rookie, un Jaylen Brown sophomore, un Lorford grandiose et tout ça. Et en fait du coup t'as la saison d'après où t'as Hayward et Kyrie qui revient de blessure, Rozier qui veut toujours ses tickets de shot, Marcus Morris qui a toujours un cuit de pomme de terre, et genre t'as tous ces mecs là, t'as genre 8 mecs qui sont capables de mettre, en fait qui veulent en tout cas au moins 15 tirs par match, et mais à ce moment-là Jaylen Brown réclamait déjà trop de ballons par rapport à l'effectif. Ouais, dis-moi. C'est la saison où il y a sweep au premier tour, c'est ça la saison où il y a le retour. Non, je me trompe, c'est l'année après peut-être. L'année d'après, il y a sweep au premier... Non, c'est l'année... Oula, attends. Donc là, non, c'est 2018-2019. Donc, les Celtics, ils sweep Indiana au premier tour. Ouais. Et il y a un gif de Jaylen Brown qui passe le balai, Il y a le premier match contre les Bucks où Al Horford domine Giannis comme rarement on a vu ça, où t'as Paul Pierce, bon après on va pas citer toutes les conneries que dit Paul Pierce, mais Paul Pierce sur ESPN qui fait Boston ouais, voilà, tu vois, c'est là où il a niqué en fait tout le truc, et en fait il dit ouais voilà, Boston va passer. Et la suite de la série, bon, je déteste faire ça, mais il y a eu une façon d'arbitrer Giannis qui a un petit peu évolué aussi entre le game 1 et le reste de la série, mais dans tous les cas on a eu un Kyrie catastrophique à 6 sur 22 et puis 7 sur 25. Ouais, mais c'est pas un sweep, du coup il y a 4-1, oui. Et c'est au deuxième tour, mais après Kyrie sur la saison d'avant, fantastique à l'efficacité, la saison d'encore avant aussi, il y a eu 2 matchs en... Ça fait beau sur un graphique ESPN, voilà pourquoi on en parle. Mais en réalité, le problème n'était pas que autour de Kyrie. Et en fait, à ce moment-là, peut-être même que Jaylen Brown, ça aurait déjà été intéressant de voir ce que tu pouvais aller en chercher. Bon, il se passe ce qui se passe. T'as Al Horford qui part, t'as Kemba Walker qui arrive, tu repars sur une saison où t'as la saison où Tatum explose. Donc t'as cette saison en janvier où Jaylen Brown où Jason Tatum devient Jason Tatum, où en fait on se rend compte qu'il a un pull-up à 3 points, et en fait à ce moment-là il explose jusqu'à à peu près le Covid, et du coup tout ça se passe plutôt bien. Et ensuite il y a la bulle, il y a le Covid, et tu vas du coup en finale de conférence, donc déjà contre Miami. Et en vrai, à partir de ce moment-là, t'aurais pu faire des choix. Déjà t'aurais dû faire peut-être le choix
de te séparer tu te fais le choix de te séparer de Kemba Walker parce que du coup en fait sa carrière elle s'est à peu près arrêtée à la bulle en fait Kemba Walker. Ensuite il a été échangé contre Al Horford via OKC, donc là tu récupères Horford, donc t'es content, et ça aurait été peut-être le moment aussi de te séparer de Jaylen Brown qui avait déjà une cote assez bonne, et tu l'as pas fait. Et ensuite, il y a une saison, du coup, il est blessé quand on arrive en playoff, mais de toute façon, Boston n'était pas très très bon en 2021. Au premier tour, il tombe contre les Nets, donc dans tous les cas, Jaylen Brown ou pas, je pense que ce serait pas passé. Et sinon, t'aurais pu l'échanger en 2021 quand apparemment c'était meilleur joueur de la franchise et que là, sa cote était au maximum. Mais là, c'est trop tard. T'es obligé de lui signer le contrat super max 295 000 parce que c'est le moment. Tu vois, t'as plus vraiment le choix. Donc maintenant, faut repartir et espérer que ça marche. Merci pour pour toute la chronologie. Non, mais c'est très intéressant de se rappeler parce que il y a beaucoup de rappels autour des Celtics qui enchaînent les finales de conférence, mais à chaque fois, il y a un contexte. Amine, je sais que t'étais du coup dans cet épisode-là, mais ta réaction quand on appelle à détruire le duo Tatum-Brown, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas le moment, quoi. Ouais, c'est pas le moment, sauf énorme opportunité. Moi, je pose toujours la question. Il y a pas du tout de rumeur qui sort là-dessus. Et je trouve ça encore plus étonnant que Brad Stevens ne s'intéresse pas au cas de Damian Lillard et ne se serve pas du contrat de Jaylen Brown pour aller le récupérer. Mais en dehors d'une opportunité de cette envergure, effectivement, ça va être compliqué. Moi, ce qui me gêne un petit peu concernant et Brown et Tatum, c'est que ce qui fait que les Celtics sont si forts, c'est actuellement, c'est qu'il y a un collectif vraiment très très bon, mais ce qui fait que les défauts de Jaylen Brown se voient autant, c'est qu'il est surresponsabilisé, je trouve. Est-ce que peut-être on peut se poser la question de est-ce que c'est pas lui qui prend cette surresponsabilisation, et dans ces cas-là il est fautif. Néanmoins, je trouve que c'est une équipe qui a un collectif magnifique sans le playmaker élite, justement. Et je pense que avec un playmaker élite, Jaylen Brown, ses défauts se verraient moins parce que on le verrait moins faire des choix très douteux. Clairement, on parle d'un bad shot maker quand on parle de Jaylen Brown. C'est l'un des meilleurs bad shot makers pour le coup de la ligue, mais c'est un bad shot maker. Et du coup, si tu lui donnes trop le ballon dans les mains, il devient de moins en moins valuable. Donc, je comprends pourquoi il dérange autant. Je pense surtout quand même qu'il n'est pas dans le contexte. C'est lui peut-être qui est le joueur qui est dans le moins bon contexte du côté de ces Celtics. Alors on va pas respecter la trame, mais tu réponds quoi à ça du coup, Azad? Est-ce que par rapport à Jaylen Brown et au rôle, on comptait en parler un peu plus tard, mais moi j'ai aussi cette question du duo d'ailier, tu vois, où Amine, ne t'excuse pas parce qu'en fait ça découle, donc c'est parfait. Il y a aussi cette question du duo d'ailier sans playmaker. Moi ça me fait beaucoup penser à certaines limites qu'on a pu voir des Clippers, même si la construction d'équipe est un peu différente. Avoir deux ailiers en tant que deux meilleurs joueurs qui ont pas cette capacité de playmaking amène certaines limites. Donc quelle est ta vision par rapport à tout ça? Je t'ai envoyé plein de pistes, tu pars où tu veux. En fait, ils ont souvent eu un playmaker là. Pour l'instant, la prochaine saison, ce serait peut-être la première fois s'ils vont pas chercher le playmaker où ils joueront sans. Mais t'avais Kemba qui pouvait leur ouvrir des espaces. T'as eu Kyrie qui pouvait aussi faire le rôle du playmaker. Marcus Smart sur les 2 dernières saisons a été particulièrement bon dans ce rôle de playmaker et de connecteur. Et en fait, Boston, c'est une équipe où t'as beaucoup de connecteurs, donc c'est pour ça que t'as pas besoin de playmaker originel. C'est parce que, en fait, Tatum peut créer un premier décalage. Jaylen Brown aussi. Jaylen Brown, c'est moins bien utiliser les connecteurs que Jason Tatum. Du coup, c'est plutôt là où ça pêche. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on le voit du coup dans les stats. Et du coup, je vais sortir mon premier onglet stats de la journée. Du coup, j'ai pris les 4 dernières saisons, donc depuis 2020. J'ai pris playoff et saison régulière. Et j'ai regardé les minutes de Jason Tatum et Jaylen Brown avec les deux, avec juste l'un des deux, du coup l'autre, et sans les deux. Donc ça donne des tailles d'échantillons entre 2000 et 7000 minutes. Voilà, les trucs qui sont
Voilà, genre normalement colossaux. t'es pas censé raconter trop de conneries, même si faut toujours bien remettre dans le contexte. Et en fait, donc Jason Tatum et Jaylen Brown, on va pas parler de net rating, on va juste parler de l'offensive rating parce que net rating, il y a une question de défense qui rentre en jeu et là bah du coup eux ils ont moins d'impact parce qu'ils sont ailiers, ça dépend de l'intérieur avec lequel ils jouent. Donc je préfère pas parler de la défense parce que c'est moins honnête peut-être intellectuellement parlant par rapport à ça, mais plus au niveau du l'offensive rating. L'offensive rating, du coup, quand il y a les deux sur le terrain, c'est à peu près à 116,8, du coup, depuis 4 ans. Donc, quand les deux sont sur le terrain, t'as, bon, par rapport aux époques, à chaque fois, ça change un peu, mais t'as une équipe qui est vraiment correcte. Et donc, les deux ensemble fonctionnent bien et t'as un net rating de plus 7. Très bien, mais c'est surtout l'offensive qu'on regarde. Ensuite, t'as Jason Tatum sans Jaylen Brown. Là, t'as une attaque, t'as un offensive rating de 118.3. Donc t'as un meilleur offensive rating de Boston avec JT sans JB. Et t'as un meilleur net rating qui passe du coup de 7 à 8,2. Mais t'as surtout une meilleure attaque de plus 1,5 et 118.3 sur les 4 dernières saisons. Si c'était une équipe NBA, ce serait l'attaque la plus efficace de l'histoire. Donc après, c'est encore une fois relatif à l'époque, faut mettre les choses dans le contexte. Bon, 118.3 quand même. Et ensuite, du coup, on a Jaylen Brown sans Jason Tatum. Et du coup, l'offensive rating, il passe à 112,3. Et le net rating, il passe à moins de plus 1. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est assez démonstratif de pourquoi, genre, Jaylen Brown et Jason Tatum, ça peut marcher, parce qu'en fait, c'est Jason Tatum qui fait que Jaylen Brown est aussi un bon joueur. Et en fait, quand les deux sont sur le terrain, pour moi, le problème, il vient pas du moment où les deux sont sur le terrain, en fait. Donc, tu vois, casser le duo et de comment ils sont utilisés, en fait, t'as pas forcément besoin d'un playmaker d'élite à côté de Jaylen Brown, parce qu'en fait, Jason Tatum est suffisant pour sublimer Jaylen Brown. Et d'ailleurs, Jaylen Brown fait une bonne série contre Philadelphie, puisque la défense de Philadelphie est obnubilée par les jeunes Tatum. Et ils ont envoyé plein de sortes de coverage différents, à 2, à 3, pour vraiment lui couper les lignes d'accès au cercle, pour le forcer à lâcher la balle. Et en fait, ce qui a permis du coup à Jaylen Brown de faire une bonne série. Contre Atlanta, il est à surchauffe à 3 points. Du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à voir un petit peu en début de playoff, jusqu'à la moitié des Jaylen Brown, meilleur joueur des Celtics. Bon, tu vas devoir encore expliquer des surchauffes en 2023 alors qu'on a Internet, bref. Mais du coup, le truc c'est que Jaylen Brown sans Jason Tatum, offensivement, c'est pas bon. Enfin, ça l'est beaucoup moins. Mais du coup, c'est comment il est utilisé quand il n'y a pas Jason Tatum sur le terrain qui peut être une vraie question. Est-ce que du coup, c'est pas à ce moment-là que t'as besoin du coup d'un autre joueur qui va être un bon playmaker ou qui va permettre à Jaylen Brown de mieux s'exprimer. Parce que si quand les deux sont sur le terrain, t'as une bonne attaque, si t'en as que un des deux, t'as toujours une bonne attaque, mais c'est quand l'autre est pas là que c'est problématique, en fait, c'est peut-être que du coup, elles sont mal gérées ces minutes-là. Et on parle quand même de 3000 minutes, donc c'est pas juste un échantillon, genre... Et en plus, t'as un net rating qui est aux alentours de 0, donc t'as une équipe qui gagne... 42 matchs par saison, donc voilà, qui est au play-in, et alors que tu vois le net rating de Boston depuis des années, il est plus autour de plus 6, plus 5, et en fait les moments où il y a Jaylen Brown mais pas Jason Tatum, t'as une équipe qui a plus 1, t'es le ventre mou quoi, t'es les Bulls. Bon, voilà. Eh bien, on salue tous les fans des Bulls qui nous écoutent. Salut Adrien au passage. Non, mais c'est super intéressant. Et du coup, est-ce que ça, c'est plus à incomber selon toi à la manière dont on a successivement du côté des Celtics entouré Jaylen Brown, ou c'est le joueur en lui-même qui, une fois mis en première option surresponsabilisé, on voit les limites pour ce qui est de création pour les autres, pour ce qui est de capacité à se créer des shoots efficaces, etc. En fait, pour moi, les fautes, elles sont partagées. Parce que t'as un mec de 26 ans, et forcément, t'as un autre mec avec qui tu le compares tout le temps, et forcément, les minutes où il est pas à côté de lui sur le terrain, il va vouloir... Et en fait, il a l'impression d'être le 1B, et j'ai l'impression qu'on lui a dit qu'il était le 1B depuis toujours, et que... voilà, tu vois, c'était pas vraiment le 1, mais c'était pas vraiment le 2 non plus. Et je pense qu'en fait, c'est pas clair, et je pense qu'il y a un manque de transparence par
pas envie de le frustrer aussi. Et déjà ça, peut-être ça joue. Et ensuite, comment tu l'entoures? Et je pense que peut-être que les minutes où il est utilisé, et les minutes où Jalen est utilisé sans Jason, je pense que Jalen est utilisé comme JT en fait est utilisé. Et en fait c'est pas bon parce que du coup c'est pas les mêmes mecs, et en fait ils font pas la même taille, ils ont pas les mêmes forces, ils ont pas la même vision de jeu. Même en défense, on n'a pas commencé à parler de la défense, mais je pense qu'il vaut mieux pas parce que voilà. Mais même en défense c'est pas du tout les mêmes joueurs. La défense off-ball de JT est remarquable. Et je sais plus quand on en parlait je sais plus à qui j'en parlais, mais on parlait des top 5, top 10 joueurs, etc. Et j'ai dit, Jason Tatum, c'est peut-être un des seuls mecs qui est pas, tu vois, contrairement à Doncic, tu l'attaques pas, en fait. T'attaques pas Jason Tatum ni off-ball ni on-ball parce que, tu vois, il est plutôt compétent un peu surtout de ce côté-là, alors que Jaylen Brown a aussi des limites défensives. Mais, pour moi, la faute, elle est partagée entre l'utilisation de Jaylen quand il n'y a pas Jason. Donc, il est mal utilisé à ces moments-là. Et il y a aussi sa façon de faire dans ces moments-là aussi qui est problématique. Du coup, de toute façon, c'est comme souvent, hein, les torts, ils sont partagés, mais je pense qu'il y a un manque de clarté, en fait. Je pense qu'il y a clairement un manque de transparence, et du coup, comme souvent, quand t'es pas clair, au début, ça peut le faire, mais au bout d'un moment, il faut mettre les choses un petit peu sur la table et être transparent pour que les choses soient carrées. Et du coup, voilà, je pense que c'est peut-être un peu ce qui manque. On voit un vrai fan des Celtics. Il y a beaucoup de choses à dire, Amine. Je peux pas te laisser en plan, Amine. La team Dunkedo. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter, à commenter sur tout ce qu'a pu dire Azad? Moi, j'écoute très, très attentivement. Hein. C'est hyper intéressant. Tout ce que Azad dit est très juste. Moi, j'essayais je pense justement que tu l'as bien résumé en disant, il y a un problème de hiérarchie, justement. Et se pose même la question, justement, je pense que il y a pas de doute sur le fait que Jason Tatum est un numéro 1. Il y a pas de problème là-dessus. Je pense en revanche que Jason Tatum a besoin d'un très bon numéro 2. Et effectivement, là, je vais te rejoindre. Je suis pas sûr que Jaylen Brown soit le parfait numéro 2 pour aider Jason Tatum à aller au titre. C'est là où je vais rejoindre ton raisonnement, dans le sens où justement, tu l'as dit, j'aimerais quand même plus avoir un playmaker à côté, un meilleur playmaker à côté de Tatum, parce que effectivement, justement, le jeu des Celtics c'est plus basé, comme tu l'as dit, sur des connecteurs et sur comme j'essayais de le dire, sur un collectif bien huilé. Mais n'empêche que cette arme évidemment, il y a de très bons initiateurs à Boston, et pas qu'un seul. On peut citer justement Tatum en fait partie, Smart n'est plus là mais il en faisait partie, Brogdon, Derrick White était capable en tout cas d'initier du jeu, mais cet initiateur élite qui est presque systématiquement présent dans les équipes qui vont au titre, et la règle n'a pas dérogé puisque Nikola Jokic est peut-être le meilleur initiateur actuellement de la NBA, c'est peut-être ce qui manque à côté de Tatum précisément. Ou alors, est-ce que Tatum, justement, ne doit pas passer ce step au playmaking, être vraiment élite dans ce domaine de jeu où il est déjà plutôt bon, il a fait de très beaux progrès ces dernières années, pour que Boston passe ce step. Et du coup, est-ce que ça dépend pas de Tatum plus que de Brown? J'ajouterais, parce que t'as posé la question que j'allais poser, Amine, donc la connexion Dunk Hebdo. Est-ce que justement, pour paraphraser, mais est-ce que c'est pas ça un peu le malheur de ce duo, c'est-à-dire que dans une NBA, on y reviendra dans notre DH20 où j'ai l'impression que les deuxièmes options pullulent, en fait. Les deuxièmes options, les joueurs qui peuvent être mis deuxième option à côté des quelques joueurs qui sont au-dessus de la ligue. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que Jamal Murray est un très bon exemple en cela. C'est-à-dire que Jamal Murray, je ne sais pas s'il sera dans le DH20 de beaucoup de personnes, mais a pu prouver qu'il pouvait être par séquence, malgré certaines limites, qu'il pouvait être deuxième option. Mais est-ce que c'est pas ça le problème du duo Jaylen Brown-Jason Tatum? C'est d'avoir Jaylen Brown qui est pas vraiment une deuxième option ou qui l'est, et de l'autre Jason Tatum qui peut-être manque cette capacité playmaking ultime pour rentrer dans l'élite de l'élite, genre le top 5 de la NBA. En fait, la première chose, c'est Amine, il demandait si Jaylen Brown c'était le bon numéro 2 pour Tatum.
moi je pense que je me suis peut-être mal exprimé. Pour moi, Jaylen Brown peut être un très bon numéro 2 pour Tatum, mais je pense pas que Tatum soit un bon numéro 1 pour Brown. Là où Jokic est un très bon numéro 1 pour Jamal Murray, après Jokic ce serait un très bon numéro 1 pour André Drummond. Donc voilà, genre, pas... Mais en vrai c'est plus ça, tu vois, parce que quand tu vois les minutes de Brown sans Tatum comparé aux minutes où ils sont tous les deux, tu dis bah en fait quand ils sont tous les deux fonctionnellement c'est pas ça si marche. Déconnant que ça. Et en plus, il se crée des espaces. Il y a les quelques fois où il y a des séquences où les deux arrivent à être menaçants sur les mêmes 24 secondes. Bah, et t'arrives à renverser le jeu de l'un à l'autre. En vrai, ils sont tellement menaçants que c'est fonctionnellement, ça marche très très bien. Mais en fait, la question en fait, est-ce que Tatum est un assez bon numéro 1 pour faire de Jaylen Brown, un numéro 2 très efficace, plus que l'inverse. Donc c'est encore une fois où je remets pas toujours la faute sur Brown, hein, clairement. Mais tu vois, c'est en fait peut-être que le numéro 1, peut-être que si tu mets Brown à la place de Jamal Murray, c'est pas du tout le même type de joueur, mais peut-être que t'as un joueur offensif beaucoup plus efficace en fait que tu l'as actuellement avec Jaylen Brown. En étant à côté de Jokic, tous les mecs deviennent efficaces, mais c'est un peu ça, tu vois, l'idée, c'est comment faire de Jaylen Brown un joueur plus efficace. Et est-ce qu'il y a pas une autre construction d'équipe viable en fait autour de Tatum? Ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est que j'ai posé exactement la même question à l'équipe en conversation il y a pendant les finales, Amine, où j'ai demandé, mais en fait, si vous échangez Jaylen Brown avec Jamal Murray, est-ce qu'il gagne le titre? Réponse collective, non. Donc bon, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est peut-être au moment où Jaylen Brown n'avait pas la cote, mais c'est intéressant que tu parles de ça, de cette notion de numéro 1, de numéro 2, et de cette capacité moi, j'ai parfois tendance à me dire, je me répète, que ça revient peut-être à leur jeu, au fait d'être deux ailiers, en fait, et que, comme l'a dit Amine, il y a cette nécessité d'avoir d'un côté du playmaking, et il y a peut-être cette nécessité, alors, je l'ai pas encore bien théorisé, j'y réfléchis pour mon DH20, ça sera peut-être fini à ce moment-là, mais il y a cette double corde où t'as raison, Jason Tatum est très bon off-ball, on-ball en défense, mais je pense que si tu regardes l'élite de la NBA, ils ont cette espèce de double faculté ultra élite où, je sais pas, Jokic est un scoreur incroyable et un passeur de génie, Giannis c'est le meilleur finisseur en NBA au cercle et c'est un mec à l'aide qui est fou furieux, Doncic a une capacité à scorer en ISO qui est dingue et c'est un passeur de fou, il y a la gravité de Stephen Curry qui est complètement folle, et là où Jason Tatum est un très très bon scoreur, par exemple, c'est un excellent scoreur, mais là où on sait que la défense sur l'homme ou loin du ballon a moins de valeur que de la protection de cercle, c'est là où je me dis peut-être que le profil de Tatum le dessert un peu dans cette course-là. En vrai, c'est plutôt juste, et c'est pour ça que par exemple, si tu mettais Doncic à la place de Tatum, bah t'aurais un bien meilleur Jaylen Brown aussi, tu vois, quand on revenait au playmaking. En fait, Jason Tatum, il a les limites que son corps lui oblige. Donc bah ce sera jamais un intérieur parce que il fait 2m3, qu'il a pas le bulk pour ça. Il a des petites mains, donc c'est pas un finisseur au cercle incroyable. On a parlé off-ball, mais on a parlé avant le off-record, excuse-moi. On en a parlé avant du coup l'enregistrement, mais en fait ça nous arrive souvent, t'inquiète. Le fait d'avoir des petites mains, il tente des flotteurs. Bon, je peux aller regarder les stats, mais à mon avis, c'est pas incroyable Tatum au flotteur. Il est là où il est très bon, et les périodes où il est excellent et où tu dis ah ouais c'est peut-être top 5, c'est quand son pull-up à 3 points il rentre. En fait, quand son pull-up à 3 points, il le rentre à des pourcentages comme en genre janvier 2020 ou fin de saison aussi de l'année dernière. Voilà. T'as un mec qui pull up à 3 points qui fait cette taille-là et avec ces pourcentages-là, là c'est quand il bat. Je pense que Amine, il a vu le Game 7 comme moi. Hein. Non mais c'est vrai quand ça pull up comme en 40 sur la tête d'Embiid comme si c'était un nouveau-né, genre là tu parles top 5. Mais le problème d'un pull up à 3 points, c'est que ça a une variance qui est énorme et que du coup bah c'est pas, en gros, c'est à part si tu le maîtrises comme Lillard ou Curry, ce qui est pas le cas. En vrai, c'est la catégorie juste en dessous, mais du coup, c'est pas leur catégorie. Ça fait que t'es pas un joueur comme Curry et t'es pas un joueur comme Lillard qui sont des monstres offensifs.
Et pensez à Damien Lillard qui a fait une monstrueuse saison offensivement et genre, tout le monde s'en fout. Genre, tout le monde. Nous, on s'en foutait pas. Hein. On l'a mis dans nos NBA et tout. Hein. C'est important. Mais du coup, voilà. Mais donc, il y a les limites de son corps. Il y a les limites de son style de jeu qui fait que ça peut pas aller beaucoup plus haut, disons. Et après, les limites au playmaking qui sont liées aux limites de son corps et aux limites de son style de jeu, mais où il a fait beaucoup de progrès. Et Game 7 aussi, bonne illustration de pourquoi tu double team pas mollement JT, parce que c'est punition. Après il y a des schémas de jeu de la défense en zone, parce qu'apparemment ça fait 3 ans qu'à Boston on a toujours pas compris comment on attaquait une zone, qui le mettent un peu plus dans l'embarras et où ils arrivent moins un petit peu à attaquer de manière intelligente, mais je pense que les progrès au playmaking vont pas exceller, c'est juste va y avoir peut-être plus de consistance à 3 points. Peut-être qu'ils vont plus l'utiliser off-ball. Le problème, c'est que maintenant, t'as même plus de meneur, donc je sais pas trop comment tu vas faire. Et non, mais en tout cas, je sais pas, mais je pense qu'il y a un truc avec son pull-up à 3 points aussi qui va énormément jouer. Et bon, il a que 19 ans. Je sais pas quel âge il a en fait, mais c'est un peu le running joke. En tout cas, il est encore jeune, pour le coup. Il a que 150 matchs de player. Pour le coup, il en a déjà un paquet, ouais. Et du coup, son pull-up à 3 points, peut-être qu'il va, s'il stabilise sur un pull-up à 3 points régulièrement efficace, là, on va commencer à pouvoir parler d'un joueur top 5, 6, 7. Aussi défensivement, moi, j'aime beaucoup sa progression et c'est un joueur dans un collectif, en tout cas, que j'adore et que t'entoures de connecteurs comme à Boston et ça marche très très bien. Donc moi je suis très content de l'avoir à Boston. En vrai, et je pense que j'aimerais beaucoup le joueur même s'il l'était pas. Après, si on me demande demain Doncic contre Tatum en sec, j'envoie Tatum avec tous mes maillots s'il faut. Genre on a rien à se couiller. Hein. Mais voilà, il est pas top 5, mais il est top 10 pour moi. C'est intéressant que tu parles physiquement. Après, il y a pour lui envoyer quelques fleurs, il y a vraiment ce côté. Moi, je suis toujours surpris à quel point il est massif des épaules, en fait. Il est sculpté dans le marbre, c'est assez impressionnant. Mais Amine, je sors de mon rôle de présentateur. Vas-y, Amine. Sur ce que tu viens de dire, moi, tu penses donc du coup que les progrès au playmaking, faut pas compter dessus. Parce que moi, j'ai un exemple qui est un petit peu bizarre et pas parfait du tout, mais parce que ça concerne Kawhi, qu'on a vu assez peu parce qu'il s'est beaucoup blessé, mais depuis qu'il est aux Clippers, justement, on a vu des gros progrès au playmaking, comme quoi c'est possible un peu à tout âge, et comme justement les Clippers c'était dans une situation où il n'y avait pas vraiment de meneur playmaker non plus, il avait pris un petit peu le rôle et il commençait à s'en sortir vraiment très très bien. J'ai pas de doute sur le fait que Tatum, lui, c'est un bosseur, ça se voit, c'est pas un mec qui rechigne et c'est un mec qui a envie de progresser, et on le voit justement par rapport à sa progression en défense qui est quand même depuis son arrivée dans la ligue, c'est quand même assez fulgurant son travail sur la défense. Est-ce qu'il y a pas un espoir quand même, parce que on a l'impression, moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est là où il va chercher sa place justement dans le top 5, c'est le jour où je demande pas à ce que ce soit LeBron, mais je demande à ce qu'il soit juste au step supérieur, au sien, en fait, dans le playmaking, où il est déjà bon en plus, où il a déjà fait des progrès. Donc, pourquoi pas? Tu vois, c'est marrant que tu penses à Kawhi, parce que moi, je pensais à Kawhi sur un autre truc, mais je vais déjà répondre par rapport au niveau du playmaking. Je sais pas s'il y a un énorme step entre ce que Kawhi fait maintenant aux Clippers et ce que Tatum fait aux Celtics. Je pense que c'est d'autres schémas de jeu. C'est beaucoup d'ISO, en fait, aux Clippers. Du coup, c'est peut-être que ça se voit plus. Mais, tu vois, je pense pas qu'il y ait forcément un écart qui soit aussi gros. Mais, en tout cas, clairement, s'il peut s'améliorer au playmaking, il y a clairement un truc à aller chercher là-dessus. Moi, ce qui pourrait prendre de Kawhi et qu'il ferait passer ce step-là, c'est l'efficacité au tir. Et ça a été des longues discussions de qu'est-ce qu'on fait de Jason Tatum et de son shoot à mi-distance quand on était en 2018-2019 où c'est pris pour Kobe.
et que du coup c'est sa pire saison en fait, mais une efficacité à mi-distance bien utilisée, donc pas des longues mids avec les talons sur la ligne à 3 points comme Carmelo Anthony, mais genre des vraies mi-distances dans des zones où il n'y a pas de défenseur et dans des zones préférentielles. Là je pense que peut-être le step il est plus là en fait sur l'efficacité et la régularité au scoring. Et quand tu vois Kawhi, je crois qu'il a mis plus de points sur son seul match de playoff que Joel Embiid sur tout le premier tour ou un truc comme ça. Je sais plus, j'avais vu une stat, mais genre le retour de Kawhi en playoff, c'était l'illustration de genre ah ouais. Donc moi, tu vois, quand je pense à si Tatum devrait prendre un truc de Kawhi, c'est peut-être ça. Et là, on revient au truc que je disais tout à l'heure sur son physique, par exemple. Si Tatum il avait les mains de Kawhi, là on pourrait parler peut-être d'un autre joueur, tu vois. Parce que Tatum avec des mains de Kawhi, il peut besoin d'aller faire des flotteurs, hein. Parce que avec le bulk et le corps qu'il a, donc non, je pense que il faut arriver à qu'il ait un scoring peut-être plus efficace et plus varié, parce que du coup en vrai c'est très une attaque qui peut pas attaquer une défense de zone, elle devient la caricature d'elle-même et ça montre qu'elle est très stéréotypée en fait. Et je pense que c'est pour ça que Brad Stevens il est allé chercher Kristaps. C'est comme là du coup je sais pas la gueule qu'elle va avoir l'attaque, mais en tout cas elle aura pas la même gueule qu'avant, c'est sûr quoi. Et je pense que Stevens il a dû péter sa tête devant une défense de zone qui faisait encore chier, comme nous tous, hein, parce qu'on a l'impression de revoir la série de 2020 et même de 2022 qui s'est jouée sur un Game 7 où quand tu vois ce que Denver fait à une défense de zone, t'es là genre c'est marrant le basket quand même. Du coup voilà, je pense que peut-être devenir un joueur moins stéréotypé, comme ils peuvent l'être parfois les deux, hein, Jaylen Brown et Tatum d'ailleurs. Mais Tatum a un côté playmaker qui fait que c'est un peu moins stéréotypé. Parce que s'il y a vraiment un mec qui est la caricature du stéréotype en attaque, c'est Jaylen Brown. Vraiment, même ses contre-attaques, c'est des caricatures parfois. Et il s'est amélioré là-dessus, par exemple. Si on regarde les points par possession en transition de Jaylen en 2021-2022 comparé à cette année, tu sens qu'il y a des vrais efforts. Parce que c'est toujours un joueur à gros volume en transition, Jaylen Brown. C'est un joueur qui fonce en transition, qui a souvent la balle, qui la lâche peu, mais il a réussi à mieux finir, à mieux utiliser son corps et sa puissance en transition et sa vitesse. Donc il y a aussi des progrès là-dessus, mais il y a aussi toujours des œillères et il y a toujours la spéciale NBA 2K où genre il saute, il est pour en surprendre, prendre un tir et il se rend compte que son tir il va être pourri parce qu'il y a un mec qui est devant lui et il te fait une passe en touche. Ça marche plus. Même sur 2K depuis 2017-2018, ils ont corrigé ce truc-là. Ça marche pas sur la télé et ça marche pas sur un parquet non plus et voilà. Donc lui, il est vraiment stéréotypé pour le coup, mais les deux le sont quand même. Et les deux, face à une défense de zone, ont parfois été un peu plus la caricature d'eux-mêmes. Quand vous évoquiez le cas de Kawhi, j'ai juste imaginé 2 secondes le mix Kawhi, Tatum, et surtout défensivement aussi, ça lui ferait passer un step parce que si t'as les mains de Kawhi, les lignes de passe, tous les trucs comme ça, enfin c'est plus la même musique. T'as parlé de Porzingis, Azad, donc on est obligé de lancer, c'était un peu notre dernier point, le point Porzingis, le move Porzingis. Est-ce que c'est un cadeau pour les deux joueurs? Moi, je t'avoue que j'étais pas dans le post-mortem Boston, donc, et ni dans le podcast, j'ai pas enregistré beaucoup ces derniers temps, ni dans le podcast sur les principaux mouvements. Moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que t'en parlais un peu justement sur Tatum, cette capacité à alterner pour tous les joueurs des Celtics. Porzingis, c'est pas un mec qui alterne, il a un petit côté trou noir, voire gros côté trou noir quand même au niveau des prises de balles qui se terminent par du shoot en fait, et juste du shoot. Donc j'ai un peu de mal sur t'en parler des connecteurs, là c'est des connexions complètes, il n'y a plus de réseau. Donc l'ajout, moi j'avoue que je pense que par rapport aux autres membres de Dunk Hebdo, je suis peut-être un de celui qui a le plus de questions sur l'ajout. Je comprends ce qu'a voulu faire Brad Stevens, mais je sais pas à quel point c'est un cadeau pour les deux. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que t'as un avis, Amine, toi? Parce que je sais pas ce que vous avez dit sur le podcast du Dunk Hebdo, donc je sais pas ce que toi t'en penses. Moi j'ai mon avis, mais pour le coup j'aimerais bien avoir le tien aussi, pour avoir, parce que du coup je connais que l'avis de fans de Celtics pour l'instant sur ce trade là.
Du coup, je suis curieux de récolter du coup les deux vôtres avant pour un peu nourrir mon esprit et peut-être ajuster ma réponse ou réaliser des trucs. En fait, moi, donc je l'ai dit il y a pas longtemps dans le podcast qu'on avait fait au moment. En vrai, t'es excusé, Azad. Je te coupe, Amine. Au moment où on enregistre, il est sorti il y a quelques heures, donc tu es excusé. Azad, vas-y. Ok, vas-y. Y a pas de souci. Mais du coup, en fait, c'est simple. Moi, la chose principale que j'ai dit, c'est que est-ce que ça en valait la peine de perdre tout ce que t'apporte Smart? Donc, je pense que là-dessus, je vais te faire plaisir. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse le plus dans ce deal. C'est est-ce que ça en valait la peine de perdre Smart? Si le deal avait été celui du départ avec ça, je reprends les phrases de Constant, mais j'étais totalement d'accord avec lui. Si le deal était celui du départ où c'était Brogdon que vous envoyez, ça m'aurait posé moins de problèmes déjà. Et du coup, sur ce que t'apporte Porzy, ça pareil, c'est plutôt Adrien qui me l'a dit parce que moi j'étais plutôt pas trop chaud. C'est que ça correspond peut-être plus à ce que veut faire Mazzulla. Ça aurait été peut-être plus un problème avec Udoka qui adorait justement avoir une variété défensive. Mazzulla a l'air d'avoir moins de variété défensive dans son chapeau, donc récupérer un Porzingis qui fait du drop, fait le roamer en défense, ok, et du coup t'as potentiellement une troisième option offensive qui permet de moins surutiliser Jaylen Brown surtout en deuxième option, et du coup ça permet de mieux gérer les tâches à plusieurs. Moi, je suis pas fan de ce move non plus. Maintenant, ça t'apporte certaines choses. Là où on peut juste préciser, c'est que Porzingis, quand il est en forme, quand il n'est pas blessé, ce qui a été le cas l'année dernière, mais quand il n'est pas blessé, c'est quand même peut-être c'est quand même sûrement le meilleur joueur du trade. Mais est-ce que ça règle tes problèmes? Ça, c'est une autre question. Non, mais en vrai, moi, je suis toujours en doute. Vraiment, je sais pas. Déjà, Porzingis, humainement, contre Marcus Smart, bon, voilà. Après, ça, c'est peut-être plus personnel, mais j'ai quand même, je suis quand même un être humain, du coup, forcément, humainement, j'estime un peu des gens plus ou moins en fonction de ce que je sais sur eux. Du coup, il y en a un que j'estime moins que l'autre, en tout cas. Après, on va se concentrer sur le basket parce qu'on est là pour parler de basket. Moi, j'ai le rappel dans 2018, du début de saison 2018, où Porzingis joue 38 minutes par match. Après, je crois qu'il a été All-Star, il s'est blessé, on l'a plus revu pendant je sais pas combien de temps. Ouais, c'est une saison de Porzingis, quoi. Il est chaud au début, puis il s'éteint. Mais le début de saison, je suis déménagé en Australie avec un pote, et c'est à l'époque où on regardait beaucoup les matchs. Et je regardais Porzingis, je suis en train de me dire mais c'est quoi ça? C'est incroyable en fait. Je me rappelle de dunk en contre-attaque où il arrivait à poser son dribble, à partir en contre-attaque, à arracher le panneau sur l'action d'après, il tirait à 8 mètres, et là waouh, c'est incroyable. Et en fait c'est la moitié de ses highlights sur sa carrière, parce qu'en fait depuis apparemment il était passé à Dallas, j'avais même oublié qu'il était passé à Dallas, mais bon. En même temps, ça lui correspond bien, je pense, la franchise de Mark Cuban, tu vois, je pense qu'il s'était pas senti trop perdu là-bas. Et après, ouais, là, il a fait une bonne saison, mais du coup, j'avoue que, bon, déjà, offensivement, j'ai deux réserves, et il y en a une que j'ai pas encore entendue ailleurs, donc je sais pas juste si c'est moi qui suis parano, ou si ça peut être un réel problème. Porzingis, il tire pas dans le corner. Il prend 3% de ses shoots en carrière dans le corner. Alors Ford et Grant Williams, je sais pas si vous les avez vus ailleurs que dans un corner cette saison. En tout cas, moi, non. Et je me pose vraiment la question. En fait, Porzingis, il prend ses 3 points là où Tatum et Jaylen Brown les prennent déjà. Et de là aussi... Ouais, c'est beaucoup, mais même, tu vois, ça veut dire que c'est, même sur du catch and shoot, c'est quasiment, c'est beaucoup de catch and shoot quand même, ce qu'il fait à 3 points. Mais c'est pas dans le corner. Et il prend vraiment, quasiment aucun tir dans le corner. Tu regardes sa shoot carte, il y a pas une tache orange dans le corner. Et je me demande à quel point il va pouvoir en prendre, parce qu'il va falloir qu'il en prenne pour la géométrie du terrain, et il va pas pouvoir rester là où le jeu se fait. Et
je sais pas si c'est potentiellement problématique ou pas. Mais si ça se trouve, c'est moi qui suis parano et genre, mais je me demande si c'est problématique de passer d'un mec comme Grant Williams qui prenait des tirs dans le corner et qui va pas revenir, parce que Grant Williams, maintenant, faut être réaliste, genre, il va pas revenir, je pense. Par si on arrive à le re-signer, ça veut dire qu'on a tradé l'autre Williams, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse. Du coup, je sais pas trop comment ça va se passer parce que je suppose qu'il reprend le rôle d'Alorford aussi un petit peu, qui passait énormément de temps dans le corner en attaque. Donc voilà. Par contre, ça t'apporte du mi-distance. Ça, c'est bien. On en manquait énormément. Notre attaque était assez caricaturale, encore une fois, sur le nombre de tirs à 3 points qu'on prenait. Moi, encore une fois, j'ai pas de problème avec ça. J'ai eu beaucoup de trucs de genre Boston, ils vivent et ils meurent à 3 points. Ouais, mais la majorité du temps, ils vivent quand même, tu vois. Donc là, ok. En playoff, ils ont pas rentré leur tir ouvert à 3 points. Ah ouais, ça peut avoir pas de chat, c'est con, mais c'est ça aussi le basket, quoi. Et si tu regardes les pourcentages à 3 points sur les tirs ouverts en playoff comparé à la saison régulière, je crois que tu passes de 38 à 33%. Et en plus, c'est l'inverse pour les équipes contre lesquelles ils jouent. Donc ça veut dire que c'est des tirs sur lesquels t'as genre aucun impact. C'est-à-dire que la défense a aucun impact dessus, mais c'est juste que tu les mettais à 38% et tu les as mis à 33% et les adversaires, ils ont fait l'inverse. Donc t'avais beaucoup de chance en saison régulière et t'en as eu pas du tout en playoff. Voilà, c'est pas de bol, mais c'est comme ça. Mais du coup, t'es quand même très stéréotypé par rapport à ça, et il apporte quand même du mi-distance, et il apporte une possibilité d'attaquer les switches. Et ça, j'ai compris en écoutant l'interview de Brad Stevens hier. Je crois qu'il veut attaquer le switch et je crois qu'il en avait marre d'avoir aucun joueur qui pouvait attaquer le switch. Et en vrai, c'est vrai que t'avais aucun joueur qui pouvait... Bon, t'avais Tatum qui pouvait attaquer le switch sur des plus hauts. Encore une fois, je veux pas repasser des images à Amine, mais le Game 7, il a fait des trucs à Joel Embiid. En vrai, convention des droits de l'homme, je suis pas sûr que ça passe. Mais par contre, tu vois, t'as pas vraiment de mec qui peut attaquer le switch, et il a vu ça chez Porzingis. Il a vu un mec qui est capable de punir un switch dans une NBA où ça switch beaucoup. Il a vu un mec qui va être un 4, il veut le faire jouer en 4. Je crois qu'il a pas trop l'intention de le faire jouer seul comme intérieur, donc il va le faire jouer à côté d'Orford et à côté de Grant Williams apparemment. Alors ça, je sais pas comment défensivement ils vont s'organiser, mais offensivement, il veut punir les switches et il veut punir ces équipes NBA qui maintenant ont des postes de 1 à 4 petits. En fait, c'est clairement l'objectif, c'est genre on était trop petits ou alors on n'était pas assez grand pour pouvoir attaquer les petits. Et tu vois, contre Miami, ils ont joué contre une bande de nains, mais il n'empêche que les nains, ils leur ont bien mis à l'envers parce qu'ils étaient pas capables ni de les attaquer ni de les défendre. Parce que défense de zone, etc. Donc, en fait, je pense que il vient répondre à un problème de taille. Et l'autre problème que j'ai avec lui en attaque, du coup, à part les 3 points dans les corners qui n'existent pas, mais bon, ça se trouve, ça c'est un faux problème et genre, je raconte n'importe quoi, c'est les passes. Sur les joueurs qui ont plus 25% d'usage cette saison en NBA, tu te retrouves avec 5 qui ont le pire ratio assist usage avec Porzingis et Jaylen Brown. Et spoiler alert, Tatum il est juste devant, hein, genre il fait pas énormément beaucoup de passes comparé à son usage comparé à Brown et Porzingis. Donc en fait, c'est cadeau, t'as genre 3 mecs qui ont pas un énorme ratio passe comparé à leur usage et qui ont plus de 25% d'usage par match la saison dernière. Genre c'est pas un hub de dribble and off Porzingis. Donc offensivement, je sais pas trop comment tu navigues autour de ça. Et défensivement, je comprends pas comment en 2023 tu vas le faire jouer à côté de Robert Williams. Genre à part si Robert Williams s'est acheté des jambes pendant l'intersaison ou si Porzingis il va se mettre à pouvoir suivre des mecs au périmètre, mais tu peux pas faire tu peux pas genre faire roam des mecs à 2. En plus il y a qu'un cercle à protéger, donc c'est un peu overkill, tu vois, d'en avoir 2. Et puis même tu peux pas défendre à 3 contre 4 à côté. Je comprends pas. Je sais pas défensivement genre la structure, et en plus t'as pas forcément un génie de la défense. Enfin en tout cas on n'a pas vu grande chose défensivement, et pourtant tu sentais que c'était vachement important pour l'identité de l'équipe d'avoir une grosse identité défensive. Donc je sais pas comment ils vont se retrouver là-dessus. On va voir, mais je suis pas maxi convaincu, et le mec est blessé une saison sur 2 et il était pas blessé la saison dernière, donc voilà.
La loi des séries. Amine, est-ce que t'as quelque chose à ajouter sur ce... On t'avait déjà entendu, mais moi, le côté 3 points dans le corner, je me demande si c'est pas un syndrome des mecs de très très grande taille qui peuvent pas aller dans le corner, etc. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que ils shootent jamais dans le corner, ces espèces de mecs très 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 grands qui shootent à 3 points. Enfin, on n'a pas encore de données sur Wembanyama, mais Wembanyama, du peu que j'ai vu, il shoot pas dans le corner, ces mecs-là, je pense. Je pense qu'il y a un truc de taille. Brook Lopez, cleaning de glace. Ah, Lopez doit tirer dans le corner. Mais il shoot beaucoup dans l'axe quand même, hein. De souvenirs de match, on le voit beaucoup plein axe. Je pense qu'il y a un truc de taille. Hein. Ouais. Frequency 8% dans le corner la saison dernière, donc c'est pas beaucoup. Hein. Comparé à 30% de ses tirs, 30% de ses tirs étaient à 3 points pas dans le corner et 8% étaient dans le corner. Donc ça fait pas des masses non plus. Je sais pas si c'est un rapport avec la taille en vrai. Faut faire une. Ouais, intéressant. Faudrait creuser, mais moi, quand t'en as parlé directement, je me suis dit, en fait, les grands qui tirent, ils tirent pas dans le corner, je pense. Alors, je sais pas, faudrait interviewer un 7-footer NBA pour lui demander pourquoi, mais il y a peut-être une notion de géométrie sur le terrain, etc. Alors, on avait dit, oh, tranquille, Azad, 45-40 minutes, etc. Mais on est parti, c'est fascinant, c'est très intéressant. Avant peut-être de terminer, pour recentrer sur le duo Brown-Tatum, en fait, t'en as déjà parlé, mais peut-être pour mettre fin au chapitre, comment tu vis le traitement médiatique, en fait? C'est très intéressant de voir ça de la part d'un fan des Celtics vis-à-vis de l'évolution, tu nous en avais parlé en off, de l'évolution du traitement médiatique autour de Jaylen Brown sur ces 15 derniers mois, en fait. Comment t'observes ça? Tu me tends le bâton, genre je remonte jusqu'au final de l'année dernière ou je m'arrête avant les finales de l'année dernière? C'est pour ça que j'ai dit 15 mois. Bon, en vrai de vrai, le traitement médiatique, j'en ai quand même majoritairement rien à secouer. Et pour être honnête, je suis pas énormément de médias en réalité, surtout, que ce soit en France ou même aux US, j'avoue que j'ai beaucoup de mal là-dessus, parce qu'en fait il y a une partie de moi qui a envie de réagir, et du coup c'est toxique, et du coup j'essaye de pas trop m'y intéresser, mais il me reste mes amis, et bon, mes amis, on parle de basket aussi, donc il y a aussi comment eux ils perçoivent ça, des personnes avec qui je suis proche aux Pays-Bas, qui suivent beaucoup le basket, qui en font à bon niveau, et qui ont parfois une perception de Jaylen Brown qui est en fait, déjà c'est un joueur à highlight, et je pense que c'est un joueur à highlight, et c'est un joueur qui marque beaucoup de points par match, et en plus qui récupère comment on appelle ça, des accolades, enfin genre les All-Stars, les All-NBA et tout. En vrai, je suis désolé, hein, mais il est ni All-Star ni All-NBA si on me demande mon avis, et pour autant, comme je dis, hein, je pense que c'est une très bonne option numéro 2 pour Jason Tatum, mais c'est pas un All-Star. Enfin, il peut pas forcément créer pour les autres, il est un peu plus efficace que la moyenne, mais il est pas grandement efficace, il est stéréotypé, il prend beaucoup de mauvaises décisions, il perd beaucoup de ballons, il y a plusieurs saisons de son début de carrière, il perdait plus de ballons qu'il faisait de passes décisives. Et puis maintenant c'est un peu mieux, mais enfin, c'est toujours un des mecs qui a le pire ratio, des mecs qui ont plus de 30% d'usage, c'est le mec qui fait moins d'assists par rapport à son usage. Donc en vrai, c'est dans les années 2000, ce serait peut-être une superstar parce que ils adoraient ça, les points par match et les highlights, mais le problème c'est que voilà, on réfléchit le basket un peu d'une autre manière maintenant, et c'est vrai que j'ai l'impression que le traitement médiatique, c'est que il marque beaucoup de points, il fait des belles actions, en plus il met un peu les 3 points, un peu des mi-distances, un peu des tirs compliqués. Et puis apparemment il a fait des grandes finales, donc je pense qu'il a été longtemps surévalué, mais par contre la merde qui lui tombe dessus depuis la série contre Miami, vraiment comme je disais, je suis plus énervé contre les gens qui s'en rendent compte que maintenant que contre lui, parce que en fait ça c'est la série qu'il a faite, j'ai pris les nerfs en regardant les matchs, mais j'étais pas surpris quoi. Et les gens qui ont été surpris de son Game 7 par exemple, où Tatum est blessé et Jaylen Brown fait du Jaylen Brown, vraiment vous l'avez en 4K si vous voulez, c'est exactement ce qu'on a souvent vu dans les moments où il rentre pas ses tirs.
bah c'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Et tu regardes les séries contre la série contre Atlanta, il fait les mêmes matchs, sauf qu'il perd pas ses ballons et il rentre ses tirs. Mais en fait, c'est Jaylen Brown, ça, comment il est mis en avant sur la place publique dépend énormément des résultats. Et du coup, c'est hyper dommage parce que bah il y a plein de trucs qui sont pas mis en avant et même ses défauts défensifs. Les gens se sont réveillés sur ses défauts défensifs contre Miami. Mais le mec, il a jamais défendu off-ball. Je veux dire, ça fait un moment qu'il est drafté en vrai, qu'il est en NBA. Et ouais, c'est plus ça qui me rend triste. Je me dis, il méritait pas de prendre autant de merde dans la gueule d'un coup. Ça fait un moment qu'il mérite, qu'il l'a pas eu. Mais tout d'un coup, genre, c'est too much en vrai, genre, et puis ça reste quand même un très bon finisseur, mais qui est pas forcément bien optimisé. Et c'est là où on revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure avec Amine. Est-ce que Jaylen Brown c'est le bon numéro 2 pour Jason Tatum? Peut-être, probablement. Est-ce que Jason Tatum c'est le bon numéro 1 pour Jaylen Brown? Je pense pas. Et je pense qu'il faut un mec et il faut un environnement, donc un coaching staff, une organisation qui arrive à lui faire comprendre qu'il est pas forcément bien optimisé à Boston et qu'il y a d'autres façons de l'optimiser et que off-ball autant il est mauvais off-ball quand il est en défense, autant en attaque il peut être super percutant parce que s'il reçoit un ballon en mouvement, voilà, je sais plus si c'était Maxi Kleber qui s'était fait écraser à la remise quand ils ont mis le maillot de Garnett en haut du T Garden là. Mais enfin puis même Giannis il a dunké genre 3 fois sur Giannis en carrière, Jaylen Brown. Il a dunké sur Embiid. Jaylen Brown il dunk sur tout le monde. Mais le problème c'est que il fait aussi des passes dans les gradins et ouais, je pense qu'il y a une mauvaise optimisation et j'aimerais grandement le voir ailleurs, mais j'aimerais vraiment pas le voir en option numéro 1 ailleurs, parce que j'ai vraiment peur de ce que je vais voir. Et pas dans le bon sens du terme, ni pour la franchise, ni pour le joueur, quoi. C'est intéressant, mais ça, c'est une idée de podcast qu'on a, mais il faudra un peu parler du malheur de la seconde option, qui est souvent jugée au prisme des résultats collectifs, en fait. Là où la première option ne l'est pas, la seconde option, vu que c'est souvent la variable d'ajustement, bah, c'est souvent elle qui pâtit ou qui est justement couronnée, injustement couronnée, ou l'inverse. Ouais, Amine. Totalement. Un dernier mot pour conclure, où il y a eu beaucoup de choses. Là, on voit qu'on est face. Là, on voit qu'au niveau des invités, il y a du cador, parce que là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il est 2h46 du matin, heure de Gangnam. Mon cerveau surchauffe. Qu'est-ce que tu peux rajouter, Amine? Bah, juste une petite dernière question pour Azad. Vas-y. Je pense que je connais la réponse, mais c'est une question assez simple. Est-ce que tu prends à la place de Jaylen Brown Chris Middleton 2021? Ah, je voulais faire la blague de répondre avant que tu me poses la question, mais je sais pas si ça marchera bien l'enregistrement. 2020. Si, je pense. Chris Middleton du titre des Bucks. Bah oui. Non mais en plus là, après là pas objectif parce que fan de Middleton et genre fan de ce type de joueur. Donc vraiment pas complètement objectif, mais je pense que même mathématiquement parlant, le Middleton 2021 vaut clairement le Jaylen Brown pour plein de raisons et pour notamment l'efficacité et la régularité au shoot. Je pense vraiment pas que ce soit un meilleur défenseur Jaylen Brown que Chris Middleton. Au contraire même, je pense que dans un collectif ils se font mieux. Et puis même il a une meilleure capacité je pense de finir aussi sur pull-up à mi-distance et à 3 points Middleton. Donc oui Middleton, mais même moi ce que j'aurais aimé qu'il fasse, quitte à trade Marcus Smart d'ailleurs vu qu'ils ont trade Marcus Smart maintenant, parce que moi le seul truc qui m'empêchait vraiment d'avoir envie qu'ils trade qu'ils trade JB pour Kevin Durant, c'est parce qu'il y avait toujours une histoire de mettre Marcus dans le package. J'étais là genre ah non, fait chier quand même de perdre Marcus, mais même Marcus et JB contre Durant, j'étais là genre franchement, s'il faut le faire, allons-y quoi. Mais pour Porzingis, ouais, c'était un peu plus genre quitte à perdre Smart, j'aurais bien aimé avoir KD quand même. Eh bon. Après le Chris Middleton, on l'avait appelé comme ça pendant les playoffs, la campagne de playoffs des Bucks, il y a la Chris Middleton expérience quand même, où il y a quand même de la variance de match à match parfois sur. Ouais, très bien aussi.
sur la réussite, où parfois ça peut être Michael Jordan, mais ça peut être Michael Olawokondi sur séquence parfois. Est-ce que t'as un mot à rajouter, Azad? Un dernier point, quelque chose que tu souhaitais vraiment dire? Non, je pense que j'ai essayé de regarder juste comment ça pouvait tourner. En fait, j'ai voulu regarder avec Al Horford si l'attaque des Jays était meilleure avec ou sans Al Horford pour un peu anticiper Porzingis potentiellement. Mais en vrai, de toute façon, offensivement, Al Horford n'aura pas du tout le même rôle parce que il a plus un rôle de connecteur, Al Horford. Je sais pas s'il va être capable de lâcher le ballon Porzingis, je sais pas la tronche que l'attaque elle va avoir, et puis surtout je sais pas la tronche de l'équipe. En fait, je me rends pas compte des autres moves qu'ils vont faire. J'espère qu'il y en a pas eu d'ailleurs pendant qu'on est en train d'enregistrer le podcast. Si ça se trouve, le podcast il va être caduc dans genre 15 secondes parce qu'ils vont envoyer quelqu'un ailleurs. Mais dans tous les cas, on aura parlé de ce qui s'est passé dans le passé, donc ce sera toujours intéressant. Mais je suis curieux de savoir de comment va être l'attaque de Boston, mais je pense que mon cœur sera un peu ailleurs aussi la saison prochaine quand même. Pour être honnête, côté de Memphis, c'est ça. Je pense que je vais aller dans les plaines du Tennessee un petit peu. Je vais retrouver mon côté country, m'acheter une canne à pêche et aller voir un peu quand même ce qui s'y passe du côté de la FedEx. Quoique ça s'appelle plus la FedEx Arena à Memphis, mais moi les salles, je t'avoue que j'ai arrêté de suivre. Pareil. Faut demander à Tom. Parce que les salles, depuis que le Staples s'appelle, non, c'est appelé, mais s'appelle plus Crypto, ce que Crypto a plongé, mais ils ont pas plongé. Ça nous intéresse pas. En tout cas, ce qui nous a intéressé, c'est cet épisode avec Azad. Bravo. Premier épisode invité et beaucoup de choses à dire. Donc, comme quoi, tu dis que il y a un biais, il y a le biais de beaucoup regarder l'équipe, mais il y a aussi le point positif d'être intarissable sur son équipe. Donc en tout cas, ça c'est félicitations. On rappelle Azad qu'on peut te retrouver sur QBasket. Alors là, je pense que on a compris que tu étais fan des Celtics, donc on peut aussi te retrouver dans le podcast Le Trèfle, le podcast sur les Boston Celtics. Et si vous voulez voir apparaître des threads pendant la saison NBA, il faut suivre bien évidemment Azad sur Twitter. Je vais te laisser donner ton parce que il est très difficile à prononcer et il est très tard. Donc il y a possibilité que je trébuche un petit peu. En fait, il est pas difficile à prononcer. C'est Azmat, la NBA. Mais en fait, c'est juste que je me suis emballé quand je l'ai créé. Je pensais que tout le monde allait comprendre parce que je m'appelle Azad. Du coup, ça fait genre Azmat, la NBA. Du coup, c'est genre une phrase. Mais du coup, je l'ai écrit en condensé. Je sais même pas comment je l'ai écrit du coup. Mais du coup, c'est ça. Je l'ai compris assez vite, mais je t'avoue que la première fois, je vais penser aux combinaisons Azmat. Donc voilà. Eh bien, moi, je viens de le comprendre maintenant, après 1h10 de podcast. Et ben voilà, comme quoi il est jamais trop tard. En tout cas, merci pour cette prestation incroyable. Azad, Amine, on était un peu mais ça fait du bien en fait d'enregistrer parfois et d'être un peu en retrait, de moins parler, de moins user de sa salive. On vous rappelle du coup de nous suivre sur Twitter, de suivre également Azad sur Twitter, tout sera mis dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une semaine. Vous inquiétez pas, on ne parlera pas que des Celtics dans les formats Dunk and Friends. C'était la partie Celtics. On parlera un peu plus jeu, rôle, héliocentrisme, etc. la semaine prochaine. Je vous donne quelques indices. Eh bien, merci encore Azad et puis on se retrouve très vite. Salut!